Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Roma communis nostra patria est. Rome est notre patrie commune. Ainsi s'exprime Modestin, dernier grand représentant de la jurisprudence classique qui écrit au milieu du IIIe siècle après Jésus-Christ. Alors, cette affirmation relue aujourd'hui résonne encore comme vraie à bien des égards, du moins du point de vue culturel et du moins du point de vue de la civilisation européenne. Le droit en constitue lui-même un exemple éloquent parmi tant d'autres, attestant que Rome demeure notre patrie commune, quoique non exclusive. Mais dans la bouche d'un juriste tel Modestin, aucune affirmation n'est jamais purement descriptive ni innocente. Tout devient jugement de valeur et tout importe des conséquences. Rome est notre patrie commune. Que signifie au fond cette formule? Pour en saisir la portée, laissons de côté un instant Modestin et les IIIe siècle après Jésus-Christ et remontons 3 siècles en arrière. Nous voilà à Rome au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Plus précisément à l'été 52, au cœur d'une république qui vacille, où les tensions politiques sont à leur comble, et tout semble prêt à basculer sur fond de rivalité désormais ouverte entre Pompée et César pour la conquête du pouvoir. Ce pouvoir n'est plus conçu comme une magistrature temporaire au service de la République, c'est-à-dire de la chose commune, c'est ça que signifie la République, mais comme une domination arrachée par les armes, une transformation qui bouleverse et déséquilibre l'ordre politique traditionnel. Cicéron lui-même est happé par le tumulte. La violence atteint son sommet avec l'assassinat de son rival Claudius par son allié Milon, rupture qui pousse Cicéron à se retirer en partie de la vie politique active. Cicéron se consacre alors à la réflexion philosophique, cherchant à définir les fondements d'un droit idéal capable de sauver la République. C'est alors que naît, en cet été très chaud de 52, cette œuvre immortelle qu'est le De Legibus, le traité sur les lois. Le plus haut témoignage de philosophie du droit que nous ait laissé le monde romain. À vrai dire, encore aujourd'hui, vous savez, les hommes politiques se dépêchent de publier des livres à l'approche des élections. Mais la différence, c'est que Cicéron, lui, réussit à rédiger un chef-d'œuvre que nous lisons après des siècles et qui a profondément marqué la civilisation européenne. Ce n'est pas une petite différence. Inspiré par les lois de Platon, mais bien plus ancré dans la réalité du droit en vigueur à Rome par rapport à ce que faisait Platon, le traité De Legibus prend la forme littéraire d'un dialogue auquel participent, aux côtés de Cicéron lui-même, les 2 personnes qui lui sont les plus proches et chères, hormis sa fille bien-aimée Tullia, son frère Quintus, Cicéron, et son ami Titus Pomponius Atticus. Le dialogue est mis en scène dans un cadre paisible et symbolique. La campagne d'Arpinum, la ville natale de Cicéron, à l'ombre d'un chêne séculaire, emblème de la longévité de la communauté. Ce décor d'harmonie entre l'homme et la nature n'est pas anodin. Il reflète l'ordre et l'équilibre que Cicéron souhaiterait retrouver dans la cité et à travers ses lois. C'est précisément parce que la scène se situe à Arpinum et que l'on y évoque Rome qu'une question fondamentale s'impose aux participants de ce dialogue imaginaire. Qu'est-ce que la patrie? C'est là les dilemmes qui donnent son élan au 2e livre du De Legibus. Donc, approchons-nous
entrons dans ce texte, écoutons ce dialogue comme si une place nous était réservée. Et c'est d'ailleurs ce que Cicéron souhaite que nous fassions. C'est Cicéron qui parle en premier. Pour moi, dit-il, lorsque j'ai la possibilité de m'absenter plusieurs jours, surtout à cette saison de l'année, je recherche à la fois l'agrément du lieu et la salubrité de l'air à cet endroit. Mais c'est là, mais rarement permis. Pourtant, à vrai dire, une autre raison encore me plaît, qui ne te concerne pas. Titus. Titus, c'est Atticus. Titus Atticus. Qui répond? Quelle est donc cette raison, Cicéron? Et Cicéron répond parce que si nous disons la vérité, Cécie, Arpinum, est la patrie véritable de mon frère et de moi. C'est ici que nous sommes nés, d'une souche très ancienne. Ici sont nos cultes, ici notre lignée, ici de nombreux vestiges de nos ancêtres. Que dire de plus? Tu vois cette maison telle qu'elle est aujourd'hui, elle a été reconstruite avec plus de luxe grâce aux soins de notre père, qui étant de santé fragile, passa ici presque toute sa vie à se consacrer aux lettres. Mais c'est précisément en ce lieu, alors que notre grand-père vivait encore, et que selon l'ancienne coutume, la maison était modeste, comme celle de Curius chez les Sabins, c'est un peu la mythique sobriété de Curius, sache que je suis né ici. C'est pourquoi il y a, je ne sais quoi, qui demeure caché au fond de mon âme et de mes sentiments, et qui fait que ce lieu me charme peut-être davantage. D'autant plus que l'on raconte qu'un très sage héros préféra renoncer à l'immortalité afin de revoir son Ithaque. C'est Ulysse. Et vous voyez le rapport entre l'immortalité promise par Rome et le lieu le plus chéri qui serait Arpinum. C'est le tour d'Atticus de répondre à Cicéron. Je pense à vérité que tu as là une raison tout à fait légitime de venir ici plus volontiers et d'aimer cet endroit. Bien plus, pour dire la vérité. Je suis récemment devenu plus attaché à cette maison même et à tout ce sol sur lequel tu es né et grandi. Quel compliment de la part d'un ami. Je me sens attaché à Arpinum grâce à toi. En effet, nous sommes d'une certaine manière émus par les lieux eux-mêmes où subsistent les traces de ceux que nous aimons ou admirons. Quant à moi, c'est Atticus qui parle, gardez à l'esprit son nom, Atticus. Quant à moi, si mon Athènes me plaît, ce n'est pas tant par ce monument magnifique et raffiné de l'art ancien que par le souvenir des grands hommes. Je cherche avec soin où chacun avait l'habitude d'habiter, de s'asseoir, de discuter. Je contemple même avec ferveur leur tombeau. C'est pourquoi, désormais, j'aimerais davantage ce lieu où tu es né. Cicéron, je me réjouis donc de t'avoir montré ce qui fut presque mon berceau. Et moi, enchaîne Atticus, je me réjouis grandement de l'avoir connu. Mais explique-moi, Cécie, nous voilà au cœur de la question. Explique-moi, Cécie, comment faut-il comprendre ce que tu disais un peu plus tôt? Vous en souvenez-vous? À savoir que ce lieu, car c'est bien Arpinum que tu désignes, est votre patrie véritable,
à toi, Cicéron, et à ton frère Quintus, Marcus Quintus, Cicéron. Arpinum est votre patrie véritable. C'est ce que Cicéron avait dit au début. Avez-vous donc deux patries ou n'y en a-t-il qu'une seule, commune à tous, à moins que, pour ce sage Caton, la patrie n'ait été non Rome, mais Tusculum. Donc la question est, est-ce que Rome est votre patrie? Si tu dis que ta patrie est Arpinum, Cicéron. Par Hercule, je pense que lui, comme tous les citoyens des municipes, ont deux patries. Caton avait, comme tous les habitants des municipes, deux patries. L'une par la nature, l'autre par la citoyenneté. Ainsi Caton, né à Tusculum, fut admis dans la citoyenneté du peuple romain, et de même que par son origine il était tusculin, mais par son statut romain, il avait une patrie du lieu et une autre du droit. De même, vos ancêtres attiques, avant que Thésée ne leur ordonne d'abandonner les campagnes pour se rassembler tous dans la ville qu'on appelle l'Astu, étaient à la fois habitants de leur propre bourg et athéniens. Ainsi, nous aussi appelons patrie celle où nous sommes nés et celle qui nous a accueillis. Mais, et c'est la conclusion de Cicéron, il est nécessaire de préférer par l'attachement celle, la ville, la patrie, qui donne son nom à la communauté politique tout entière, pour laquelle il faut mourir, à laquelle nous devons nous livrer tout entier, et en laquelle nous devons placer, et comme consacrer, tout ce que nous avons toutefois, celle qui nous a engendrés, n'est pas beaucoup moins douce que celle qui nous a reçus. C'est pourquoi je nierai jamais que celle-ci, Arpinum, soit ma patrie, tant que l'autre, Rome, demeure plus grande, et que celle-ci, Arpinum, est comprise en elle, est comprise dans Rome. Ainsi se dévoile de l'intérieur le cadre du dialogue de Legibus sur les lois. La demeure familiale de Cicéron, agrandie et embellie par son père, s'élève à Arpinum, cité perché dominant le cours du Liris, du fleuve Liris, à un peu plus de 100 km de Rome. Dans cette contrée montagneuse, jadis habitée par les Volsques, d'une beauté aujourd'hui encore tout à fait charmante. Conquise par Rome en 305 avant Jésus-Christ, Arpinum avait obtenu le droit de cité en 188. Par conséquent, les ancêtres de Cicéron, son bisaïeul, son grand-père, son père et Cicéron lui-même étaient devenus des citoyens romains. Mais ils sont aussi originaires d'Arpinum. Cicéron va plus loin. Il appelle Arpinum sa véritable patrie, Germana Patria. Atticus, nous l'avons vu, ça n'étonne. Quelle est donc ta vraie patrie? C'est la question qu'Atticus pose à Cicéron. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans ce que tu dis? La question n'est pas innocente parce que nous avons compris que Atticus lui-même était un homme haut de cœur, banquier très riche, fin connaisseur de l'histoire romaine. Il avait quitté Rome pour échapper aux guerres civiles entre Sylla et Marius, s'installa à Athènes et s'y attacha profondément jusqu'à prendre le sobriquet justement d'Atticus, l'homme de l'Attique, la région d'Athènes. Revenu à Rome, Atticus aussi cherche à comprendre. Peut-on appeler patrie deux cités différentes? Cicéron répond en distinguant la nature des liens qui nous rattachent au lieu.
la ville d'origine nous rattache par les liens affectifs, par la mémoire familiale, le souvenir des grandes figures locales dont subsistent les traces, par les monuments, les paysages. C'est en quelque sorte une géographie de la vie. Mais la cité à laquelle on appartient par le droit de cité est celle à laquelle on doit le plus, celle pour laquelle, dit Cicéron, on est prêt à mourir. C'est celle-ci, au fond, la patrie pleine et entière. Alors, nous avons vu ainsi émerger cette notion de Rome comme patrie commune, que nous retrouverons 3 siècles plus tard chez Modestin, dans le texte que je vous ai lu en ouverture. Donc, vous voyez le lien entre les textes duquel nous sommes partis, de Modestin qui disait « Rome est notre patrie commune » et le dialogue de Cicéron au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit d'une patrie commune qui se superpose aux patries locales, conférant d'abord à l'Italie, puis à l'ensemble de l'Empire, une forme d'unité dans la pluralité. Cette notion deviendra aussi un mot d'ordre politique au cœur des luttes, tant pour que contre l'emprise de Rome sur le monde méditerranéen. Alors, nous sommes partis d'un texte de juriste, et après ce détour dans la prose de Cicéron, nous revenons aux écrits des juristes. Nous nous arrêterons sur quelques figures encore une fois de ce splendide automne de la jurisprudence romaine qu'incarne le début du IIIe siècle après Jésus-Christ, le temps de Papinien. Ce sont des noms qui maintenant nous sont familiers, d'Ulpien, de Paul et de bien d'autres, parmi lesquels Callistrate, l'un des protagonistes d'aujourd'hui, une période qui s'achève justement avec Modestin, que nous venons de connaître, de rencontrer au tout début de cette séance. Alors, pourquoi je vous ai mis ce texte à l'écran de cette édition du De Legibus de Cicéron? Peut-être quelqu'un l'a compris, parce qu'il a été imprimé en 1555 à quelques mètres d'ici, au Clos Bruno. J'imagine que quelqu'un, encore aujourd'hui, connaît le Clos Bruno, le passage qu'il y a dans la rue des Carmes. Donc c'était ici, dans ce quartier, c'était le quartier de l'imprimerie, de la rue des Carmes jusqu'à la rue Saint-Jacques. Je le dis parce que quand nous touchons presque les traces de l'Antiquité, ça nous semble plus réel. C'est un peu ce que disait Atticus par rapport à la patrie. C'est-à-dire, ce sont les traces, ce sont les monuments, ce sont les grands hommes, les grands textes qui nous semblent nous rattacher au passé, surtout s'il y a un lien avec notre présent. Donc nous voyons ici le Collège de France qui était au centre d'une renaissance de l'Antiquité, aussi par l'imprimerie. Et je souligne que ce livre a été imprimé par une femme éditrice, parce que c'était la veuve de Maurice de la Porte, qui a continué le travail de son mari. Donc, nous passons de Cicéron au texte des juristes, au digeste, ce qui signifie passer à un autre genre littéraire. Avoir à l'oreille les grands dialogues philosophiques de Cicéron nous permet de percevoir par contraste la sobriété, la précision presque austère de la jurisprudence, pas des dialogues, pas d'élan lyrique. Tout dans le discours des juristes est concentré sur les problèmes techniques. Et pourtant, la profondeur est bien là, elle aussi. Elle ne se trouve pas dans la forme des écrits des juristes, mais dans leur pensée.
De quoi s'occupent ces juristes lorsqu'ils réfléchissent à la notion de patrie? Parce que c'est bien de ça qu'ils sont en train de parler. Ils s'intéressent à la relégatio. C'est le mot latin. Vous voyez ici. Le verbe relegare, composé de lego, un verbe qui signifie assigner, attribuer, donner une charge, avec le préfixe re, indiquant l'éloignement, relegare, écarter, exclure. Alors, durant l'époque du Principat, la relégatio, le bannissement, était la peine infligée aux coupables de divers délits tels que les voleurs nocturnes, les profanateurs des sépultures, ceux qui utilisent de fausses mesures dans le commerce, encore ceux qui préparent des potions pour susciter l'amour, mais dont résulte l'empoisonnement de celui ou de celle qui les ingère. Vous connaissez le couple amour et mort, donc c'est vraiment bien le cas. La relégatio, autrement dit le bannissement, pouvait prendre deux formes principales. Soit on imposait au condamné de vivre dans un lieu précis, par exemple une île, donc on lui ordonnait de se rendre dans une île, de ne jamais en sortir, ou pour une période, disons, indiquée, soit on lui interdisait, au contraire, de se rendre dans certains endroits, de séjourner dans une province ou dans une cité déterminée. C'est sur ce second type, l'interdiction de séjour, que se concentrera mon propos. Les juristes se posaient des questions, pour ainsi dire spatiales. Imaginons un procès pour l'un des délits dont je vous viens de parler qui se conclut par une condamnation. Si le juge interdit au condamné de résider dans sa patrie d'origine locale, disons sa petite patrie comme c'était Arpinum pour Cicéron, et que le juge n'ajoute rien dans son arrêt, doit-on considérer que le condamné est aussi empêché de résider à Rome? Et inversement, si on lui interdit de résider à Rome sans rien ajouter, lui est-il implicitement interdit aussi de résider dans son propre petite patrie d'origine? Donc c'est une question spatiale et de délimitation des effets de l'arrêt et de la condamnation. À ces questions répond Ulpien dans son manuel pour être un bon gouverneur de province, qu'il écrit vers 212 après Jésus-Christ. Dans les provinces, les gouverneurs faisaient office de juge dans les procès criminels et prononçaient donc également les condamnations à la relégation. Donc c'est pour ça que Ulpien s'intéresse à la relégation, au bannissement, dans un traité qui était adressé aux gouverneurs de province pour leur apprendre à être de bons gouverneurs. Ulpien les informait de la manière dont leur sentence serait comprise et donc mise en œuvre. Il a été établi, dit Ulpien, que celui à qui l'accès à sa patrie a été interdit doit aussi se tenir éloigné de la ville de Rome. En revanche, si l'accès à la ville de Rome a été interdit à quelqu'un, on ne considère pas pour autant que sa patrie lui est interdite. Et cela est prévu par de nombreuses constitutions. Ça va être compliqué, hein, je vous le dis tout de suite. Non, ce n'est pas le cas. Le premier cas qu'Ulpien examine est le suivant. Qu'advient-il d'un condamné lorsqu'il lui est interdit de résider dans sa ville d'origine? Donc le premier cas, la première question, qu'advient-il d'un condamné lorsqu'il lui est interdit de résider dans sa ville d'origine?
celle qu'Ulpien appelle ici patrie, comme serait, encore une fois, Arpinum pour Cicéron. Donc imaginez un citoyen d'Arpinum qui est condamné à la relégation, on lui interdit de résider à Arpinum. La réponse, cui patria interdictum est, sicui urbe fuerit, cui patria interdictum est, etiam urbe abstinere debere. Cela veut dire, si un condamné est frappé d'une relégation qui lui interdit de résider dans sa patrie locale, il lui est aussi interdit de séjourner à Rome. Donc, patrie locale implique l'interdiction de résider à Rome. Alors, pourquoi le texte ne le dit pas? Ulpien nous indique simplement qu'il s'agit d'une décision inscrite dans des normes impériales, dans des constitutions, constitutiones, comme il les appelle, dont nous ne possédons pas les textes, nous n'en connaissons que ceux qu'en est dit ici par Ulpien lui-même. Il reste donc la curiosité de savoir quelle en était la logique de ces constitutions. Certes, l'empereur peut décider à sa guise, mais cette solution ne me paraît pas arbitraire. La relégation en tant que peine, doit être interprétée selon une hiérarchie des lieux. En ce sens, Rome constitue la patrie majeure, supérieure à toutes les patries locales. Si l'on empêche quelqu'un de se rendre dans le lieu le moins important, cela signifie que le plus important est à plus forte raison exclu, interdit. On raisonne du spécifique vers les générales, s'agissant justement d'une peine. En revanche, si quelqu'un est banni de Rome, cela ne lui interdit pas de séjourner dans sa ville d'origine. Si on lui interdit de résider à Rome, cela ne lui empêche pas de résider dans sa ville d'origine, sa petite patrie. Et c'est le deuxième cas abordé par Ulpien. Autrement dit, si l'on exclut quelqu'un du lieu le plus important, c'est-à-dire Rome, cela n'implique pas nécessairement l'interdiction de se rendre dans sa patrie mineure. La cité d'origine reste un principe accessible, sauf mention explicite contraire dans la sentence du juge. C'est, je le reconnais, quelque peu contre-intuitif, mais c'est comme dire que le relégué, s'étant rendu coupable d'un crime, doit, en tout état de cause, renoncer à Rome. Dès lors, si Rome lui a été expressément interdite, c'est le seul lieu dont il doit se tenir éloigné. Si en revanche, on lui interdit une autre cité, cette interdiction s'ajoute à celle automatique incontournable de Rome. Il s'agit moins d'une simple question de logique que d'une question de valeur juridique liée à la fonction de la peine. Et cela dit, je me rends compte que cette explication demeure quelque peu abstraite encore pour vous, et peut-être à juste titre, et c'est un autre passage, cette fois de Callistrate, d'un autre juriste, qui nous fait véritablement entrer dans la mentalité romaine. Contemporain d'Ulpien, Callistrate appartient lui aussi à cette admirable ultime floraison de la jurisprudence romaine au IIIe siècle après Jésus-Christ, un peu comme les années 70 pour la musique rock. Le relégué, c'est le texte de Callistrate, ne peut pas séjourner à Rome même si cela n'est pas expressément mentionné dans la sentence, parce que Rome est la patrie commune. Il ne peut pas non plus se trouver dans une cité où le prince séjourne ou par laquelle le prince passe, car seuls ceux à qui il est permis d'entrer à Rome sont autorisés à regarder le prince, puisque le prince est le père de la patrie. Alors, une remarque philologique préalable. Alors, je vous ai présenté le texte de Callistrate en latin.
mais il s'agit en réalité d'une traduction moderne, en latin, due à Theodor Mommsen, en effet, l'éditeur du Digeste, en effet, dans le manuscrit du Digeste, comme vous le savez, est gardé à Florence. Il s'agit d'un manuscrit contemporain du Digeste et presque complet. Presque complet. Il y a des petites lacunes. L'une affecte cette partie du texte. Donc, on a perdu le texte de Callistrate dans sa version originale. Comment est-ce que nous arrivons à le connaître? Il y a plusieurs traductions en grec du Digeste, plus ou moins de l'époque de l'âge même de Justinien. Donc, comme le Digeste a été réalisé dans un contexte hellénophone, tout de suite sont apparues des traductions en grec. Donc, nous en possédons une qui présente le texte de Callistrate, et donc cela a été assez aisé pour Mommsen de retransférer, restituer en latin le texte de Callistrate, et c'est la version que nous utilisons. Pourquoi j'insiste? Parce que de certaine façon, ce texte que je vous présente en latin n'existe pas. Et par ailleurs, vous voyez que, à la différence des textes que je vous présente normalement, qui sont tirés du Digeste et dont on connaît le livre, l'ouvrage dont ils sont tirés, nous avons seulement, dans cette traduction grecque, seulement le nom de l'auteur, mais pas le nom de l'œuvre et le nombre du livre duquel ce passage est tiré. Donc, il a fallu que je vous alerte du statut philologique exotique de ce texte. Alors, lisons ce texte. La première partie ne présente rien de surprenant parce qu'elle généralise une conclusion que nous connaissons déjà grâce au passage d'Ulpien que nous venons de lire. Callistrate dit « Le relégué ne peut pas séjourner à Rome, même si cela n'est pas expressément mentionné dans la sentence. Donc même si on ne dit pas qu'il lui est interdit de résider à Rome, si on lui a interdit de résider dans une autre ville, ça implique aussi l'interdiction de séjourner à Rome. Mais dans ce texte, il y a plus il y a davantage par rapport à ce qu'on lisait dans Ulpien. Apparaît d'abord la référence explicite à la patrie commune. La même expression que nous avions rencontrée dans le dialogue des Legibus de Cicéron. Même si le grec ne dit pas exactement patrie commune, c'est la traduction latine qui le dit, mais bon, on peut accepter que c'est de la bonne traduction. Donc, c'est la même expression qu'on trouve dans le De Legibus, et la même expression qui, quelques décennies plus tard, je le répète, sera répétée par Modestin dans le passage par lequel j'ai ouvert cette séance. Donc, Cicéron, 1er siècle avant Jésus-Christ, Callistrate, début du 3e, et Modestin, moitié du 3e. Patrie commune. Alors, peut-on croire que Callistrate lisait Cicéron à 3 siècles de distance? Ce serait plutôt le contraire qui surprendrait. Bien sûr que Callistrate, comme tout le monde, lisait Cicéron. Toutefois, Callistrate va plus loin encore. Il affirme que le relégué ne peut pas non plus séjourner dans une cité où se trouve même temporairement l'empereur. Seul celui qui a le droit d'entrer à Rome a le droit de regarder le prince, puisque celui-ci est le pater patriae, le père de la patrie. Alors, ce schéma, encore une fois, résume le contenu du texte de Callistrate. Je vous le laisse regarder. Il n'y a pas d'interdiction de regarder le schéma, mais pour comprendre ce raisonnement, il faut dire quelques mots du prince romain comme
père de la patrie, pater patriae. Alors, nombreux sont ceux qui ont abordé de façon approfondie avec des points de vue variés ce thème, parmi lesquels Jan Thomas et mon collègue Constantin Vlahos, ici présent, je crois. Le titre de pater patriae, de père de la patrie, est conféré à Auguste en 2 avant Jésus-Christ, année de son 13e consulat et moment d'achèvement symbolique du principat. Il ne s'agit pas d'une magistrature, mais d'un honneur public, proposé par le Sénat, approuvé par l'ordre équestre et le peuple romain, comme le rappelle Auguste lui-même dans les Res Gestae, son testament autobiographique, au chapitre 35. Le titre de père de la patrie fut inscrit dans la curie, c'est-à-dire le siège du Sénat, et dans la maison du prince d'Auguste, associé à d'autres marques d'honneur votées à cette occasion. Alors, ce titre n'ajoute aucun pouvoir nouveau. En revanche, il possède une portée politique et idéologique majeure, transpose à l'échelle de la cité la figure du père de famille, faisant d'Auguste non seulement le garant de la sécurité et de la continuité de la communauté, mais aussi le détenteur d'une vraie puissance. Ah, vous voyez par ailleurs ici, dans le revers, on voit les fils adoptés d'Auguste, Caius et Lucius César, qui auraient dû lui succéder. Et donc, vous voyez aussi le rapport entre le titre de père de la patrie, pater patriae, et le fait que dans le revers de la même monnaie, on trouve, disons, ses successeurs qui sont aussi de sa famille. Alors, pater patriae, vous entendez l'assonance, presque l'allitération, pater patriae, et pour cause, puisqu'il s'agit de 2 mots issus de la même racine, pater, père, dérive de la racine indo-européenne qui désigne le père au sens biologique et juridique. Le mot patria, quant à lui, est bien sûr formé sur pater. C'est d'abord l'adjectif patrius qui devient un substantif patria, désigne la communauté qui nous a engendrés et qui est pour nous un père. Alors, essayons de comprendre, après avoir un peu revu l'étymologie, de comprendre l'aura. Comment les Romains ressentaient cette épithète pater patriae. Alors, nous avons quitté il y a quelques instants le De Legibus, l'été 52, le chêne d'Arpinum, mais revenons à Cicéron, plongeons dans un autre de ses dialogues, c'est-à-dire le traité sur la République, sur la chose commune, l'ouvrage qu'en effet précède et forme un diptyque avec le De Legibus. Dans le dialogue sur la République, Cicéron s'interroge sur la meilleure forme de gouvernement pour une res publica. Vous entendez en latin res, chose, publica, public, commune. La réponse est bien connue à cette interrogation, quelle est la meilleure forme de gouvernement? Le meilleur régime est un régime mixte, où se combinent de manière équilibrée les 3 formes fondamentales que la pensée politique grecque avait saisies, individuées, la démocratie, l'aristocratie et la monarchie. Donc une forme qui mélangerait ces 3 formes fondamentales. Il reviendra ensuite au De Legibus de déterminer quelle loi convienne le mieux cette forme de gouvernement ainsi définie. Donc vous voyez, c'est un diptyque. D'abord la meilleure forme de gouvernement, ensuite les lois les plus adaptées à cette forme. Et pour
le redire, c'est bien connu, c'est évidemment un traité théorique, forte portée idéologique, mais Cicéron s'appuie beaucoup sur les institutions romaines, sur le droit romain. Donc ce n'est pas complètement utopique ou dystopique ou sans lien avec la réalité, bien au contraire. Alors, dans le passage De Republica que nous allons lire, que vous voyez à l'écran, Cicéron, par la voix de l'un des protagonistes de ce dialogue, c'est-à-dire Scipion l'Émilien, met en lumière les mérites de la monarchie. Donc, comme il est en train de montrer que la meilleure forme dérive de la somme ou de l'équilibre des trois formes fondamentales, donc il décrit d'abord chacune de ces trois formes, il arrive à la monarchie et il y a quelqu'un dans le dialogue qui fait tisse les louanges de cette forme particulière, la monarchie. Et c'est Scipion l'Émilien. Alors, pour ce faire, il cite des vers du poète épique et politique par excellence, Ennius, qui décrivent les réactions des Romains à la mort d'un bon souverain, c'est-à-dire Romulus. Donc, il faut, pour bien comprendre le texte que nous allons lire, alors c'est Cicéron qui a écrit ça, mais il met ces mots dans la bouche des protagonistes de ce dialogue, Scipion Émilien, et Scipion Émilien évoque à son tour les vers d'un poète, Ennius. Lorsque le peuple est privé d'un roi juste, la nostalgie s'empare même des cœurs durs, comme le dit Ennius après la mort d'un excellent roi. Donc il tire cette citation du poème d'Ennius où le peuple pleurait la mort d'un bon souverain, et notamment il parle de Romulus, un bon souverain. Alors ils se rappellent mutuellement ainsi, alors vous voyez, ce sont vraiment les mots d'Ennius. « Ô Romulus, divin Romulus, quel gardien de la patrie les dieux ont engendré en toi. Ô Père, ô géniteur, ô sang issu des dieux. » Commentaire de Scipion, après avoir cité les mots d'Ennius, les Romains d'antan ne l'appellent ni maître ni seigneur, ceux auxquels ils ont justement obéi. Donc vous voyez, il s'agit de roi juste. Donc la mort d'un roi juste, il dit, vous voyez, par l'entremise de vers d'Ennius, on ne s'adresse pas à un roi juste, en l'appelant maître, en l'appelant seigneur, même pas roi. Enfin, il ne les appelle même pas rois, mais gardiens de la patrie, mais père, mais Dieu, et non sans raison, qu'ajoute-t-il en effet, c'est la conclusion très poétique pour dire qu'il s'agit vraiment de père, de géniteur, tu produxist in nos intraluminis horas. C'est toi, Romulus, qui nous a fait entrer dans les limites de la lumière. Cicéron lui-même, car il ne faut jamais oublier que c'est Cicéron qui fait ce montage littéraire, tout comme nous, est frappé par le vocabulaire qu'emploie Ennius pour décrire le rôle et la figure de Romulus. Il ne parle pas de roi, mais des gardiens de la patrie, de père, et il en souligne la filiation divine, puis encore le rôle de géniteur. C'est un langage, évidemment, vous l'avez bien compris, qui mobilise le thème de la paternité, de la lignée, donc de la communauté conçue comme une grande famille. C'est ça. Placée sous l'autorité d'un père juste et avisé. C'est la même construction à l'œuvre dans l'octroi à Auguste du titre de
pater patriae, et reprise plus tard dans le raisonnement de Callistrate. Il ne faut jamais oublier, c'est notre point de départ. Donc nous sommes passés par Cicéron, encore une fois, mais c'est l'arrière-plan de notre interprétation du texte de Callistrate, celui où Callistrate dit il ne faut pas regarder l'empereur. Donc il faut comprendre pourquoi on ne peut pas regarder l'empereur. Alors, il faut dire, dernier mot à propos de cette page de la République, qu'ici encore, Cicéron n'est pas tout à fait innocent lorsqu'il évoque cet appellatif de Romulus. Vous devez savoir que lui-même, Cicéron, quelques années auparavant, en 63 avant Jésus-Christ, avait reçu du Sénat, Cicéron, le titre de parens patriae, de géniteur de la patrie, pour avoir réprimé la conjuration de Catilina. Parlant de Romulus, il parle un peu de lui-même. C'est un peu toujours, disons, comment dirais-je, le petit défaut de Cicéron. Et il inspire, et ça c'est le mérite de Cicéron, avec quelques décennies d'avance, le titre de père de la patrie qui sera confié à Auguste, conféré à Auguste. Revenons alors à Callistrate. Lorsque l'interdiction de résidence porte sur une cité quelconque, elle importe nécessairement l'exclusion de Rome, puisque Rome est notre patrie commune. En outre, le relégué ne peut pas non plus séjourner dans une cité où se trouve même temporairement l'empereur. Seul celui qui est admis à entrer dans Rome est autorisé à regarder le prince, puisque c'est lui est le père de la patrie, pater patriae. Alors, je vous l'ai dit, ce texte a donné lieu à de multiples interprétations, et moi je vous propose la mienne. Les deux justifications proposées par Callistrate, nous avons deux justifications dans ce texte. Il faut toujours un peu voir la forme de l'exposé de la pensée juridique. Il n'y a pas seulement, ce n'est pas de la pure pensée. Ce sont des textes, des mots. C'est un style. Il y a des endroits. Il y a un endroit où, ici, il y a une justification. Quia, car, puisque c'est la patrie commune, quia, il est le prince est le père de la patrie. Donc vous voyez, au même endroit, avec le même mot d'introduction, même conjonction causale, quia, nous avons la justification. Donc il faut lire les deux justifications ensemble. Si on le fait comme les maillons d'une même chaîne, on arrive à comprendre ce texte. Si l'on articule ces deux éléments, la structure de raisonnement devient claire. Rome, en tant que patrie commune, est étymologiquement, symboliquement, Rome, en tant que patrie, est père de tous les citoyens, même ceux qui habitent dans d'autres villes, en tant que patrie commune à tous. Le prince, à son tour, est le père de la patrie. C'est si simple que ça. Est le père de la patrie. Donc, père de Rome, et par ce biais de tous les citoyens de toutes les villes. Il s'agit d'une représentation de type potestatif. L'État est figuré comme une famille dont le chef est le prince et tous sont soumis à sa puissance. On retrouve donc ici une vaste métaphore corporelle et familiale. Une cité Rome est conçue à la fois comme un père des citoyens et comme une fille du prince. Cette construction métaphorique n'est pas purement discursive, rien dans les discours des juristes est purement discursif, elle comporte des implications juridiques profondes qui sont celles développées par Callistrate. Alors, pour en saisir toute la portée, il ne
nous reste qu'à franchir une ultime étape. Revenons à la notion de relégatio, de bannissement. Avant d'être une peine publique prononcée par un juge, la relégatio fut une sanction domestique. Donc ça, c'est le point clé de mon raisonnement. C'était une sanction domestique exercée, infligée par le père de famille aux personnes soumises à sa puissance paternelle, à sa patria potestas, puissance paternelle. Alors, vous le savez, dans le Rome antique, les pères détenaient un pouvoir extrême en vertu de la patria potestas. Ils disposaient théoriquement d'un droit de vie et de mort sur ses enfants. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait pu leur infliger des sanctions sévères, quoique moins radicales, comme il avait le droit de vie et de mort, donc ce n'est pas étonnant s'il pouvait aussi infliger des sanctions un peu moins graves, telles que la relégation. Et la relégation consistait à éloigner un fils ou une fille jugé moralement répréhensible en l'envoyant hors du foyer, souvent dans une propriété rurale ou un lieu isolé. Il s'agissait d'une mesure privée, disciplinaire, visant à préserver l'honneur familial et à corriger des conduites déviantes. Un exemple célèbre est celui de Julie, la jeune, reléguée sur l'île de Pandateria par son père Auguste. Donc, cet exemple nous ramène encore une fois à Auguste, mais en tant que père. L'île de Pandateria, aujourd'hui, est appelée l'île de Ventotene, en Italie, où en 1941, Altiero Spinelli et Ernesto Rossi, alors relégués comme opposants au régime fasciste, rédigèrent le célèbre manifeste pour une Europe unie et fédérale. Julie, reléguée sur une île et soustraite au regard de sa patrie et de ses parents, fut pourtant accompagnée par sa mère Scribonia, qui demeura sa compagne d'exil. Alors, donc c'est Velleius Paterculus, donc un historien mineur, qui nous rappelle cet épisode. C'est très simple, mais il y a tout dans ce petit morceau, et surtout il y a le lexique. La relégation de Julie, en 2 avant Jésus-Christ, s'inscrit dans la politique morale d'Auguste, fondée sur la répression de l'adultère et la restauration des valeurs traditionnelles. Accusée des conduites scandaleuses, selon Velleius, Julie fut soustraite au regard de son père, oculis, subducta oculis. Vous voyez le regard. De son père, de sa patrie, de ses parents. Sur sa mère, Scribonia, lui, resta solidaire. Donc, vous voyez aussi le rôle de sa mère, parce qu'on a beaucoup parlé de père, trop parlé de père. Cette sanction n'est résultée vraisemblablement pas d'un procès public conforme à la Lex Julia, la loi Julia, qui ironiquement porte le même nom de la fille d'Auguste, parce que justement la Lex était aussi fille d'Auguste, parce que c'était lui qui l'avait proposé quelques années avant. Alors donc, il ne s'agit pas d'une peine qui découle de cette loi, mais d'une décision directe d'Auguste exerçant sa puissance paternelle. Au moins, c'est ce qu'on retient le plus souvent. Parce que ce n'est pas complètement, disons, attesté, mais donc c'est la solution la plus probable. L'essor malheureux de Julie constitue un exemple parmi
les nombreux cas de cette relégation entendue comme éloignement décrété par un père. Ce bannissement paternel a servi de modèle à ce qui devint par la suite une peine publique prononcée par un juge dans le cadre d'un procès, et c'est précisément de cette peine publique dont parlent les juristes dans les passages que nous sommes en train d'examiner. Alors, si l'on prend en compte cet arrière-plan d'origine familiale, ancré dans la puissance du père, leur raisonnement devient, je pense, plus intelligible. Relisons le texte de Callistrate au centre de nos préoccupations. Le relégué ne peut pas séjourner à Rome, même si cela n'est pas expressément mentionné dans leur sentence, parce que Rome est la patrie commune. Il ne peut pas non plus se trouver dans une cité où le prince séjourne ou par laquelle il passe, car seuls ceux à qui il est permis d'entrer à Rome sont autorisés à regarder le prince, puisque le prince est le père de la patrie. Alors, la cohérence du raisonnement apparaît, me semble-t-il, pleinement à la lumière de cette matrice familiale. Être relégué par un père signifie être écarté de sa maison et de sa présence. Le père ne veut plus voir le fils. Souvenez du mot de Velleius, il avait été éloigné des yeux de son père, de la patrie, de ses parents. Et le fils ne peut plus voir le père. C'est vraiment une peine. Par analogie, le relégué est exclu de Rome, sa patrie, comme il serait exclu de sa maison familiale. À plus forte raison, il ne peut voir, regarder le prince, puisqu'il est le père de la patrie. Ainsi, la relégation en tant que peine publique infligée dans un procès équivaut à un éloignement du père. Ce père politique, parce que maintenant on est en train de réfléchir à la relégation en tant que peine publique, donc c'est en tout cas l'éloignement du père, mais c'est ce père politique qui domine en tant que père de la patrie la communauté civique. Donc nous voilà arrivés à la fin de ce parcours, de ce cours. Entre Cicéron et les juristes, on a souvent pensé que ce texte de Callistrate mobilisait des formes de raisonnement fondées sur la fiction. Ce procédé qui consiste à considérer comme vrai un fait qui ne l'est pas, fiction de Rome comme patrie commune, fiction de l'ubiquité de l'empereur, il me semble au contraire que tout s'éclaire si l'on projette le texte de Callistrate sur un arrière-plan lié à la notion de famille et surtout par le biais du discours métaphorique. Cela à trois niveaux. Les citoyens qui sont soumis à la patrie, elle-même soumise au prince en tant que père. Il est donc logique que, tout comme un fils éloigné par son père, lorsqu'un citoyen est relégué, il doit en tout cas quitter sa patrie, Rome, sa famille d'origine, son foyer, pour ainsi dire, et à plus forte raison, il doit renoncer à revoir son père, c'est-à-dire, dans ce cas, le prince père de la patrie qu'il a voulu éloigner de son regard. Cette analyse de la pensée romaine nous invite, j'ose penser, à réfléchir aussi au caractère potentiellement dangereux des métaphores politiques qui mobilisent les figures du père de famille. Quant à la patrie, permettez-moi de conclure en rappelant la méditation d'Ovide depuis le pont, cette région éloignée, lui qui avait éprouvé la relégation, envoyé loin des yeux d'Auguste, malgré la douleur de l'éloignement, Ovide affirme que l'homme véritablement courageux peut faire de toute terre une patrie, comme la mer pour les poissons et comme le ciel ouvert pour les oiseaux. Merci beaucoup.